Et nous avons surtout, comme vous pouvez voir, le plaisir du retour en chair et en os d'Igor. Voilà, donc qui va être un peu seul sur scène aujourd'hui, après les pas d'Henri Krasuki de Montluçon, bien connu. Et, pardon. Après Dieppe, Montluçon, Nemours, Vesoul, Thionville. Thionville, absolument. À Ville, Igor est revenu parmi nous avec peut-être un peu moins d'os, mais beaucoup plus de chair. Et donc, plus sérieusement, bien entendu, pour rappel, Arnaud est sur les routes de France et de Navarre, donc il n'aura pas été là ce soir, et c'est donc Igor qui va avoir la lourde tâche de nous parler de l'ensemble du spectre des nouvelles. Donc, on va commencer par quoi? Par l'économie, par la politique, et puis on finit par le Par la diplomatique et le diplomatie. militaire, j'imagine. Voilà, ben écoute, nous t'écoutons avec la plus grande attention. Merci Gilles. Effectivement, la tâche qui me décombe, comme disait l'autre, c'est d'assurer la continuité. Et donc, on ne va pas changer la recette. On va commencer par une nouvelle économique avec un rapport de la Banque centrale sur la politique monétaire de la Russie. C'est des rapports qui sortent au fil de l'année, en fait, où les services d'Elvira Nabulina estiment que l'économie russe traverse sans encombre la crise survenue depuis le déclenchement de l'opération spéciale, en lien avec les sanctions et donc tout ce que l'on connaît. Hein. Ces services estiment que le taux directeur fixé à 7,5 le 28 octobre dernier est optimal et ne devrait pas changer sensiblement d'ici la fin de l'année. Et a priori, la Banque centrale pense qu'on pourra assister à un retour à la normale du côté du front de l'inflation dès 2023. Je rappelle que l'inflation devrait on devrait terminer l'année avec une inflation autour de 10,6% en moyenne. Alors, ces propos ont été corroborés, en tout cas confirmés d'une certaine manière, par Alexei Koudrine, patron de la Cour des comptes, qui s'exprimait sur RT dans l'après-midi, qui expliquait que d'après lui, l'année 2022 devrait se conclure avec en moyenne une récession comprise entre moins 3,3 et moins 2,9%, ce qui d'après lui n'est pas trop mal compte tenu des premières projections qu'il y avait, et compte tenu une fois de plus du millefeuille de sanctions et des sanctions qui sont empilées donc sur la Russie depuis le 24 février. Toujours dans l'économie, le Financial Times a aujourd'hui indiqué que la Chine était devenue le premier partenaire commercial de la Russie pour l'été, en s'appuyant notamment sur les chiffres d'une étude qui a été réalisée par un institut économique basé en Allemagne. Il rappelle que le commerce sino-russe a bondi de 23% en juin, juillet, août, alors que parallèlement, sur cette même période, le commerce entre la Russie et l'Union européenne s'effondrait à moins 43%, le tout sur fond de contraction des importations russes, puisque celles-ci sont contractées de 4 à 5%, je crois à peu près, sur la même période. D'après les douanes chinoises, au 1er novembre, les échanges commerciaux entre la Russie et la Chine s'établissent à environ 154 milliards, excusez-moi, de dollars, c'est-à-dire une augmentation d'environ un tiers en glissement annuel, ce qui fait donc effectivement une des cartes qui se rebattent sur le commerce extérieur de la Russie. Enfin, autre partenaire de la Russie et non des moindres, la Turquie, puisque d'après le ministère turc de l'énergie, la Turquie a commencé à régler partiellement ses achats de gaz en roubles. On va passer à la politique intérieure avec quelques nouvelles. Tout d'abord, l'administration présidentielle qui a fait savoir qu'elle avait commencé à travailler sur l'allocution de Vladimir Poutine devant l'Assemblée fédérale. Dmitri Peskov avait indiqué auparavant que cette allocution devrait se tenir logiquement a priori donc avant la fin de l'année 2022. La dernière allocution du chef de l'État russe remonte devant l'Assemblée fédérale remonte au 21 avril 2021. Et donc, depuis, l'allocution pour 2022 est repoussée en raison du contexte extraordinaire de cette année 2022. A priori, bon, comme chacun le sait, l'allocution de l'Assemblée fédérale fait partie des grands rendez-vous annuels de Vladimir Poutine avec la presse notamment, mais aussi, donc là, en l'occurrence, la Douma et le Conseil de la Fédération. Autre grand rendez-vous que tout le monde connaissait, la ligne directe. A priori, à quoi s'attendre avec cette allocution ? Sachant qu'à l'origine, c'était un exercice qui était prévu plus tôt en début d'année, dans lequel le chef de l'État devait esquisser les grandes tendances de l'année à venir en matière d'économie, de politique intérieure, de sujets de société, de politique étrangère également. Là, on va avoir une allocution qui va plutôt conclure l'année, donc plutôt s'attendre à un bilan probablement de l'année,
avec un fond idéologique qui devrait être a priori celui qui avait servi au discours de la session plénière du club de Valdaï, que j'avais eu le plaisir d'analyser ici. Il y a quelques séances de cela. Donc on va retrouver les grands sujets, à savoir évidemment l'Occident menaçant, le probablement néocolonialisme encore qu'il a évoqué précédemment, et le bilan économique que j'ai un petit peu évoqué avant également. Bon, voilà des thèmes qu'on devrait a priori retrouver. Et je passe donc à la diplomatie, qui est un gros morceau aujourd'hui, puisque je vais commencer par la nouvelle autour de Kherson, puisque hier, dans un rapport du commandant Sourovikine, donc Sergei Sourovikine, qui est en charge des opérations en Ukraine devant le ministre de la Défense Shoigu, eh bien, la décision d'abandonner Kherson a été prise sur proposition de Sergei Sourovikine, proposition validée évidemment par Sergei Shoigu, donc d'abandonner Kherson. Alors pour quelle raison? Le rapport de Sourovikine, qui est donc un rapport filmé, hein, c'est un rapport oral devant Sergei Shoigu et ses acolytes, eh bien, Sourovikine explique plusieurs choses. Alors, ce rapport dure environ 8 à 9 minutes. Hein. Tout d'abord, il explique que la situation, d'après lui, est stabilisée, grosso modo, sur le front. Donc, stabilisée par rapport à quoi? Par rapport à ce qui prévalait en septembre, avant donc, sa nomination, à savoir le contexte de contre-offensive ukrainienne, notamment dans la région de Kharkov, qui avait bien fonctionné, et le fait que la Russie devait recomposer son schéma militaire dans toute la région. Sourovikine a été nommé dans ce contexte-là. Donc il commence par dire que la situation, à cet égard, est stabilisée. Il explique également que les réserves sont reconstituées. Donc ça, c'est en lien avec la mobilisation partielle et l'arrivée officiellement de près de 320 000 mobilisés dans le dispositif, qui continue d'ailleurs en grande partie à être formé, à s'entraîner et à être encadré. Il a également énuméré les chiffres des pertes ukrainiennes, m'ont donné beaucoup de chiffres sur lesquels je ne vais pas revenir, mais il s'est attardé sur une grande partie de son exposé oral sur la situation autour de Kherson. Et donc, il explique que l'armée fait face à des problèmes logistiques sérieux, puisque le seul pont, j'allais dire praticable, qui était le pont Antonovski, est hors de service. Comme on le sait depuis pas mal de temps, on utilise donc des bacs pour franchir, aller et venir entre la rive orientale, contrôlée intégralement par la Russie, et la rive occidentale sur laquelle est sise donc, la ville de Kherson. Que ces allées et venues et d'une manière générale le dispositif lié au maintien de l'empreinte à Kherson est pratiquement en permanence pris à partie par des frappes ukrainiennes d'artillerie et de systèmes HIMARS, que l'armée russe a évacué environ 115 000 personnes de la ville de Kherson vers la partie orientale, donc la rive orientale du Dniepr, et qu'il y a toujours donc, des menaces sur ce flux logistique, et que par conséquent, la situation n'est pas tenable, et d'après le général, qu'elle n'offre aucune perspective. Et que, par conséquent, il demande l'autorisation de pouvoir abandonner la ville. Et donc, comme je l'avais indiqué, devant le risque d'isolation, tout simplement, que le groupe russe qui se trouve à Kherson se retrouve finalement isolé et pris en tenaille entre le Dniepr derrière et une offensive ukrainienne qu'on attend depuis l'été, mais qui ne vient pas, mais dont on estime qu'elle se prépare quand même, contre les positions russes à Kherson. Alors, cette décision sur Kherson, ça fait partie des décisions difficiles. En tout cas, c'est la décision difficile qui avait été annoncée par Sourovikine lors de son interview le 19 octobre dernier, où il expliquait qu'il s'attendait dans cette région-là spécifiquement à devoir prendre des décisions difficiles. A priori, on peut imaginer, en tout cas moi c'est comme ça que je le conçois, que ça fasse partie d'une manière générale de la posture actuelle de l'armée russe en Ukraine, qui est celle de la génération de force, puisque comme je l'ai dit, il y a 320 000 mobilisés qui vont rentrer dans le circuit, entre guillemets. Il y en a déjà, je crois de mémoire, environ 20 000 qui seraient déjà dispatchés en Ukraine, d'autres qui doivent encore arriver, ça va prendre encore des semaines, et je pense que cet abandon de la ville, ce retrait, rentre point de vue militaire, purement militaire, dans une logique de reconstituer les forces, de reconstituer le schéma pour la suite. Cette évacuation, elle illustre quoi? Elle illustre aussi la capacité de manœuvre des Russes de créer une opération coordonnée sur plusieurs semaines pour
déplacer, en l'occurrence là le chiffre officiel de 115 000 personnes, c'est quand même quelque chose qu'il faut relever parce que depuis le début de cette opération spéciale, les experts en tout cas se perdaient un peu en conjecture et trouvaient que les Russes avaient du mal à monter des opérations un petit peu compliquées comme ça, de manœuvres avec des dizaines de milliers d'hommes. Là en l'occurrence c'est des civils, mais quand même, c'était des choses qu'on ne voyait pas tellement, en tout cas qui n'étaient pas très convaincantes manifestement. Et là, à travers cette décision, il y a en tout cas la démonstration qu'on peut, dans un cadre d'une opération coordonnée, arriver à déplacer ces populations et ensuite organiser le retrait du contingent russe qui est déployé à Kherson. On ne sait pas combien d'hommes, mais probablement plusieurs milliers. Ça aussi, il faudra les sortir de là. Ce qui va se passer, c'est que les troupes et le matériel qui étaient à Kherson vont être probablement redéployés sur l'ensemble du reste du front. Évidemment, il sera plus simple de tenir la ligne avec le Dniepr comme frontière naturelle, entre guillemets, puisque dans cette région-là, le Dniepr fait quand même plusieurs kilomètres de large, et donc ce sera une des rives plus simples à tenir, et qui a priori devrait nécessiter moins d'hommes et de matériel. Et donc ce qui sera dégagé pourra être envoyé probablement dans le Donbass, voire plus au nord vers la région de Kharkov. Ça pose évidemment des questions. Je rappelle que c'était un territoire, et principalement la ville de Kherson, qui a été rattachée dans le cadre des référendums du mois de septembre. Donc là, ça crée quand même un précédent au niveau politique. Jusqu'à présent, Vladimir Poutine, évidemment, est totalement immunisé politiquement par rapport à cette décision, puisqu'on a vu Sourovikine et Shoigu principalement à l'écran se charger de prendre cette décision difficile. Et a priori, le chef de l'État ne va que, j'allais dire, valider la décision prise par l'establishment militaire, pour tenter, j'allais dire, de ne pas trop être impacté, en tout cas sa popularité ne soit pas trop impactée par cette décision qui est quand même lourde. La stratégie probable, à mon avis, de la Russie pour l'hiver qui s'annonce, ça va être de épuiser les Ukrainiens pendant l'hiver tant qu'ils le peuvent, avec les frappes qu'on a vues depuis le mois de septembre, avec les drones, les fameux drones iraniens, etc., pour donc l'arrière et j'allais dire les infrastructures énergétiques, recomposer les forces, comme j'ai expliqué auparavant, et donc être en mesure, s'ils le souhaitent, et si rien au niveau diplomatique n'est arrivé entre-temps, de lancer une nouvelle offensive, soit dès l'hiver, soit attendre le printemps, en fonction, une fois de plus, de comment en fonction de comment les choses se passent en termes d'absorption de cette masse d'hommes dans le dispositif militaire. Le déclenchement d'une offensive en hiver, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent là-dessus, se disent non, mais il ne pourront pas déclencher pendant l'hiver parce qu'il fait froid, etc., etc. Il faut là aussi se méfier des choses. On a déjà dit, en 2015, les accords de Minsk sont signés en plein mois de février parce qu'il y a eu 2 mois de combats extrêmement féroces dans le Donbass auparavant, donc fin décembre, janvier, une partie de février, alors qu'on est en plein hiver. Et si on remonte encore plus loin dans l'histoire, en décembre 1943, l'armée rouge déclenche une offensive justement sur le front ukrainien pour sortir les Allemands sur fond de victoire, certes sur fond de victoire stratégique à Stalingrad, on est dans la suite de l'élan donné par la victoire à Stalingrad, mais quand même, il y a une nouvelle offensive qui est engagée en plein hiver, en décembre 1943, pour sortir les Allemands, notamment de villes comme Jytomyr et d'autres villes que l'on connaît. Il y a une campagne d'hiver contre la Finlande aussi, qui commence avec un assaut préventif. Absolument, exactement. Une campagne d'hiver contre la Finlande qui est, qui est lancée le 24 février. Donc, non, voilà, il y a des échos avec. Voilà. Donc, se méfier des idées reçues sur la météo, parce que c'est un argument qui revient régulièrement dans la réflexion. S'ils veulent lancer, il est en hiver, ils le lanceront en hiver, mais une fois de plus, ça ne dépendra pas tellement de la météo, mais de l'état du dispositif et s'ils estiment que c'est opportun ou pas. Alors, cette histoire de Kherson sur le front diplomatique a donné lieu à pas mal de spéculations. Certains estiment que ce qui se passe aujourd'hui à Kherson fait partie plus généralement d'un deal entre guillemets entre Russes et Américains pour tenter de trouver, je dirais, une solution diplomatique pour geler le conflit. Ce sont donc des théories qui vont bon train. Elles vont bon train pourquoi? Parce que, comme on l'a dit la semaine dernière, le conseiller à la sécurité de Joe Biden, Jack Sullivan, a fait un déplacement à Kiev il y a quelques jours, là où il ne s'était pas rendu depuis le 24 février, et parallèlement a ouvert des canaux avec Nikolai Patrouchev, donc secrétaire général du Conseil de sécurité de la Fédération, et avec M. Ushakov, donc, qui est le conseiller diplomatique
de Vladimir Poutine. Donc, ce qui évidemment vient alimenter ces spéculations-là, d'autant plus que l'on a appris que lors de cette rencontre à Kiev avec Zelensky, Jack Sullivan a, comme il le dit pudiquement, mais venu prendre la température, hein, c'est le terme qui est employé, au sujet des modalités qui pourraient prévaloir en cas d'une sortie diplomatique du conflit. De son côté, le chef d'état-major américain, Mark Milley, s'est également exprimé sur CNN. Hein, donc, il a expliqué que si la ligne de front venait à se stabiliser, alors il y aurait une fenêtre qui pourrait s'ouvrir pour des pourparlers et qu'il fallait absolument l'utiliser, qu'il fallait envisager toutes les possibilités dès lors qu'on serait dans cette configuration où le front se stabiliserait. Et d'autre part, il a ajouté que les deux parties, russes et ukrainiens, devraient quand même comprendre qu'il n'y aurait pas de paix qui arriverait par les armes. Autrement dit, que la solution est quand même dans une sorte de voie de garage et que par conséquent, les discussions devraient s'amorcer. Mais cela dit, si les discussions ne s'amorcent pas aussi être capotées, d'après le chef d'état-major américain, eh bien, les États-Unis continueraient d'alimenter l'Ukraine en armes, tout en sachant qu'une victoire militaire totale, de l'un comme de l'autre, n'est pas atteignable, ou en tout cas a très peu de chances d'être réalisée. Toujours entre les Russes et les Américains, et là aussi c'est venu un petit peu alimenter ces spéculations que j'évoquais auparavant, on a appris que les Washington et Moscou pourraient renouer leur dialogue bilatéral stratégique sur le contrôle des armements nucléaires, qui est gelé depuis février dernier. Hein. Dans les prochaines semaines, une réunion entre les représentants des deux pays pourrait être organisée dans une capitale au Moyen-Orient, a priori dans la région du Golfe, mais pour l'instant, on n'a pas de nom de ville qui circule, afin de réactiver ces pourparlers, avec à la clé l'idée de commencer à travailler sur les modalités de reconduction du traité New Start. Je rappelle que Joe Biden, quand il a été élu, a commencé par reconduire le traité New Start en février 2021 pour 5 années, donc jusqu'à février 2026. Ça arrive vite, ce sont des négociations extrêmement fastidieuses. Et par conséquent, il faut commencer à le préparer dès aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que manifestement Russes et Américains estiment. Et ça, évidemment, c'est venu se rajouter dans ce nuage autour de ce potentiel deal ou pas, d'ailleurs, entre Russes et Américains. On relève aussi les déclarations de Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, qui a expliqué sur Sky News qu'il ne fallait pas s'y tromper, les capacités militaires de la Russie restent conséquentes et qu'elles ne peuvent être ignorées, et que ce potentiel, d'après lui, continue de représenter une menace quotidienne pour les infrastructures en Ukraine. Et donc, il a tenu à rappeler cet élément-là. L'Union européenne a préparé un nouveau paquet d'aides financières pour l'Ukraine d'un montant de 18 milliards pour l'année, 18 milliards d'euros pour l'année 2023. Ce sera donc les 18 milliards qui seront payables par tranche de 1,5 milliard et le tout étant consenti sous forme d'un prêt remboursable sur 35 années. Alors, la Hongrie pourrait encore jouer les trublions, puisque les Hongrois sont sceptiques sur la formule du prêt, et donc pourrait menacer le sacro-saint consensus, qui est donc important dans les institutions européennes. À ce jour, l'Union européenne a déboursé, d'après les médias, 4,2 milliards d'euros sous forme d'aide macro-financière et pourrait sortir encore 2,5 milliards d'ici la fin de l'année. Cela dit, on sait que sur l'enveloppe de 9 milliards qui avait été décidée au printemps, ils ne sont toujours pas arrivés à les décaisser selon les délais qu'ils souhaitaient, puisqu'il y a des pays qui sont plus frileux que d'autres et qui veulent des garanties sur ce que va devenir cet argent, notamment. Pour rappel, le FMI estime que l'Ukraine a besoin de 3 à 4 milliards d'euros par mois pour assurer le fonctionnement élémentaire de son administration. Donc on voit que l'Union européenne et les États-Unis essaient de se répartir l'aide financière à l'Ukraine et que les Américains ont récemment fait savoir qu'ils attendaient plus de la part des Européens, à la fois sur l'aide financière, mais aussi sur l'aide militaire, qui jusqu'à présent repose très majoritairement sur Washington. Plus rapidement, au sujet du G20, on a appris que Vladimir Poutine ne se rendrait pas en Indonésie pour le sommet du G20, les 15 et 16 novembre prochains, à Bali. La Russie sera représentée par Sergueï Lavrov. Suite à cette information, on a appris que Volodymyr Zelensky non plus ne se rendrait pas à Bali. Et enfin, une petite information au sujet des relations entre la Russie et l'Inde, puisque le ministre indien des Affaires étrangères, M. Subramaniam Jaishankar, a visité Moscou. Subramaniam Jaishankar. Je crois qu'au Scrabble, ça fait beaucoup de points, à mon avis. A visité Moscou le 8 novembre et a rencontré donc Sergueï Lavrov,
le premier déplacement pour le ministre indien des Affaires étrangères depuis le 24 février. Au cours de son déplacement, il a donc expliqué que l'Inde a compté poursuivre ses achats de pétrole auprès de la Russie, puisque, je cite le ministre, il estime que ce pétrole est avantageux pour son pays, et que d'autre part, il a qualifié la Russie de partenaire, je cite, fiable et éprouvé de l'Inde, et donc que la relation est plus que fonctionnelle. C'est intéressant parce que ce déplacement du ministre indien des Affaires étrangères est intervenu alors que Mme Janet Yellen, la secrétaire au Trésor américain, se rendait à New Delhi pour des consultations. On peut raisonnablement imaginer qu'elle est allée essayer d'expliquer aux partenaires indiens qu'il serait bon de diminuer le niveau de la coopération énergétique, militaire, enfin, en général, qui existe entre l'Inde et la Russie. Mais jusqu'à présent, cela n'a pas fonctionné. Voilà, Gilles, c'était un petit peu long, mais il y avait des choses à dire et je vais prendre les questions. Écoute, on ne va pas te reprocher d'être aussi complet, exhaustif et intéressant. Alors, voilà. On a donc un certain nombre de questions. Alors, notamment, on va peut-être commencer par Kherson, parce qu'il y a pas mal de questions là-dessus. Question de Frédéric, que j'en profite pour la saluer, est une auditrice fidèle. Bonjour, encore merci pour vos briefings. Mais de rien, merci. Quelles sont les réactions de la population face au retrait de Kherson? L'impact sera-t-il aussi important qu'on le suppose? Sur la population générale, je pense. Bon, alors, ce qu'on observe pour l'instant, c'est que, évidemment, dans la frange très dure, nationaliste ou patriotique, il y a des réactions extrêmement critiques. Et des réactions d'ailleurs qui ont commencé à se faire jour de manière anticipée, puisque évidemment sur notamment les canaux Telegram, ce sont des gens qui sont très actifs, qui postent beaucoup tout au long de la journée, hein, et qui dès la semaine dernière, il y avait encore le brouillard de guerre, ce qu'on appelle le brouillard de guerre autour de la situation à Kherson, on ne savait pas ce qu'ils faisaient vraiment les Russes, est-ce qu'ils accumulaient du matériel pour en faire une place d'armes, ou au contraire, est-ce qu'ils commençaient à se retirer, on ne savait pas trop. Ces gens-là commençaient quand même à se poser des questions et puis à expliquer que si les Russes se retiraient de Kherson, ce serait un cataclysme quand même dans le cadre de cette opération, que ce serait en tout cas un très mauvais signe et que ce serait une faute impardonnable. Bon, j'essaie de résumer un petit peu les choses comme ça. Ça, c'était avant. La décision a été prise. Deux figures de proue, et non des moindres, de cette frange dure se sont exprimées publiquement pour dire qu'ils soutenaient cette décision. Monsieur Prigojine, petit entrepreneur, et M. Kadyrov, qui ont expliqué qu'ils soutenaient la décision. Et donc, c'est quand même un bon signe, j'allais dire, pour l'édifice, de savoir que ces deux personnages qui sont quand même qui communiquent beaucoup, hein, notamment sur les réseaux, soutiennent publiquement cette prise de décision, qui, une fois de plus, est une décision politique difficile. Il y a quand même eu le référendum, avec tout ce qu'on sait autour de ce référendum, comme battage et comme relation à l'histoire. Enfin, Kherson, c'est une ville qui a été fondée, on sait, au XVIIIe siècle, sous Catherine II. Enfin, c'est juste après, avant Odessa, hein, donc c'est pas rien. Bon, donc décision difficile de ce point de vue-là. Maintenant, dans la population russe en général, peut-être que c'est encore un peu tôt, ça fait même pas 24 heures que la décision a été prise. Dans les médias, pour l'instant, j'ai pas lu de réaction coup de tonnerre ni autre. Je crois que les gens accusent le choc, entre guillemets. Et on pourra mieux mesurer l'impact au sein de la population déjà d'ici la fin de semaine, hein. Mais en tout cas, pour la frange la plus, entre guillemets, agitée, celle des conservateurs, voilà la réaction. Je pense ils serrent les dents, à mon avis, mais soutiennent la décision. Et justement, il y avait la question, comment expliquer les réactions positives de Kadyrov et Prigojine sur le redéploiement de Kherson? Ouais, moi, je pense que ça tient en un seul mot, c'est la loyauté, hein. Je pense que c'est la loyauté envers le pouvoir, la loyauté envers Vladimir Poutine, plus précisément, parce que Kadyrov, c'est pas tant l'armée qui compte, mais que Vladimir Poutine. Et je pense que pour M. Prigojine, c'est à peu près la même chose. Parce qu'ils avaient été assez virulents. Absolument. Oui, ils sont virulents, ils sont un peu au diapason en termes de narratif, ce qui est assez surprenant. Mais là, je pense que c'est la loyauté. Alors, je doute qu'ils aient trop. Enfin, je ne sais pas dans quelle mesure ils ont fouillé un peu, comment dirais-je, le schéma sur le terrain militaire des opérations pour y trouver une logique militaire, etc. Ça, je n'en sais rien, je ne veux pas en préjuger. Mais M. Prigojine a quand même des hommes, on pourrait dire du personnel, qui est déployé directement sur les zones d'opération, qui doit savoir quand même quelle est la situation qui règne sur le terrain. Kadyrov, c'est la même chose, hein, avec ses bataillons supplétifs. Donc, ils doivent savoir quand même à quoi s'en tenir vis-à-vis des opérations, et donc une redistribution du schéma avec une ligne de défense plus consolidée au niveau du Dniepr, comme j'expliquais,
peut-être que pour eux, c'est pas plus mal non plus. Mais j'en sais rien. Alors, il y a un peu une double question. On n'a pas un chiffre officiel russe sur le nombre de soldats devant traverser le Dniepr. Et que va-t-il se passer pour la population qui reste à Kherson? Alors, je ne sais pas combien il en reste. Une fois de plus, un Sourovikine a dit on a évacué 115 000 sur le nombre de soldats russes. C'est les civils. C'est les civils, oui, c'est les civils, oui. Oui, non, mais ceux qui vont rester de toute façon, qui souhaitent rester, je ne pense pas que les Russes les aient forcés, en tout cas au point de entre guillemets, les sortir de force. Mais je n'en sais rien une fois de plus. Probablement rester des gens sur place. S'ils partent pas avec le dernier bac, entre guillemets, prochaine étape, c'est l'arrivée donc des Ukrainiens. Donc il y a un choix personnel après. Il y a des choses qui se sont passées à Kharkov, dans la région reprise par les Ukrainiens après que les Russes aient quitté Izium, etc., qui n'ont pas été non plus franchement très, très, très brillantes, avec des gens qui ont été arrêtés, questionnés, parfois un petit peu violemment questionnés. Bon, je ne vais pas aller plus loin, mais parce qu'ils sont suspectés d'avoir collaboré avec les Russes, pour reprendre les termes. Et donc, potentiellement, ces gens-là peuvent s'exposer à ce genre de traitement, mais je pense qu'ils le savent pour ceux qui restent. C'est probablement ceux qui sont partis. Alors, ceux qui sont partis, oui, voilà, voilà. Mais ceux qui restent, est-ce qu'ils ont la garantie qu'ils ne seront pas soumis à ce genre de traitement? Je ne sais pas, j'en sais rien. D'accord. Et donc, la première question, c'était sur le nombre plutôt d'effectifs militaires présents. Et avec le corollaire, avec le peu de ponts qui restent, et on ne peut pas faire passer par des bacs les soldats. Par contre, le matériel, est-ce qu'il n'y a pas un grand risque qu'il y ait énormément de matériel qui reste coincé sur le… Bon, sur les chiffres, je n'en donnerai pas des soldats russes qui sont dans Kherson, ni pour le matériel, mais mon intuition pour le matériel, c'est que ce qu'ils peuvent, ils l'évoqueront par le bac, même si c'est volumineux, que c'est pondéreux et que c'est plus facilement pris pour cible, mais ils feront ça probablement de nuit, j'imagine, pour diminuer déjà le risque. Et les choses qui ne peuvent pas être évacuées, comme les Américains ont pu faire en Afghanistan ou comme ils l'ont pu faire ailleurs, ils vont le miner, le piéger ou le rendre hors d'usage. Ça va être… D'accord. Bonjour. La mauvaise gestion de la guerre et les défaillances des armes russes depuis février ne vont-elles pas avoir un impact sur les ventes et commandes futures d'armement russes? La Syrie avait permis de mettre en avant les technologies et outils russes. L'Ukraine aura un impact inverse, point d'interrogation, sachant que ce secteur économique est important pour la Russie. Alors effectivement, jusqu'à 2021, la Russie était le deuxième exportateur mondial d'armement. Et c'est vrai que la Syrie avait servi de carte de visite auprès de certains pays, notamment africains et moyen-orientaux, mais pas que. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui va se passer là, il y a plusieurs facteurs en fait qui vont s'accumuler. Tout d'abord, oui, il y a une image pas très, je le disais, pas très reluisante ou pas très brillante de ce matériel, mais là, on pourrait arguer, enfin, on pourrait mettre un contre-argument qui est que en face, il y a quand même un patchwork de systèmes de défense qui ont été donnés à l'Ukraine, défense anti-aérienne, de systèmes anti-missiles. Enfin, en gros, c'est un peu l'armée russe versus les armées de l'OTAN, avec principalement le système américain, et que dans ce contexte-là de rapport de force, voilà, ça peut, je pense, peut-être venir un peu amenuiser cet argument, mais je suis d'accord sur la conception globale de dire que c'est l'inverse de la Syrie, c'est un mauvais coup de pub, entre guillemets. Mais il y a d'autres facteurs qui vont jouer. Il y a l'effet des sanctions, évidemment. Il y a des pays qui déjà rechignaient peut-être à acheter du matériel parce qu'ils redoutaient de se faire taper sur les doigts. Ça, c'était avant le 24 février, parce qu'il y avait quand même des sanctions déjà prises notamment par Trump, qui étaient assez dissuasives. Là, depuis le 24 février, on peut tout à fait imaginer que ce sera encore peut-être plus un effet qui va jouer. Et le deuxième aspect, c'est que l'armée russe aura besoin de recomposer aussi ses rangs avec le matériel qui devait être exporté ne le sera peut-être pas tout de suite, parce qu'il va être prioritairement reversé à l'armée russe pour recomposer les unités, les brigades, etc. Et donc, il y aura un effet de retard dans l'accomplissement des contrats, ce qui là aussi peut poser problématique pour des clients qui ont besoin d'être fournis peut-être sous 1 an, 2 ans, 3 ans. Enfin, après, c'est des temps de livraison qui sont très longs. Et on va leur dire, c'est 5 ans, 6 ans, 7 ans. Bon, ils iront voir ailleurs. Ils iront voir les Chinois, ils iront voir d'autres pays. Donc oui, ça va porter un coup. On verra pour 2022, même 2023, les chiffres. Mais il faut s'attendre à ce qu'il y ait probablement un reflux. Ouais. Ça dit, elle avait de l'avance en termes de volume, la Russie, en termes de volume d'exportation d'armement. Chaque année, c'était autour de, en gros, 15 milliards de volume de vente. Et c'était un portefeuille client équivalent de 55 milliards de dollars. Quoi. Alors, c'était
en plateau comme ça depuis les moitiés des années 2010, en gros, justement après la Syrie. Il y avait un effet plateau, il restait à peu près dans ces chiffres-là. Donc en termes de volume de vente, ils sont quand même avec un petit peu d'avance sur les troisième, quatrième, etc., dont la France, hein, et des pays comme Israël et la Chine. Mais il y a des chances qu'ils se fassent talonner et rattraper par des pays, oui, comme la Chine, par exemple. Ça, c'est certain. Et surtout que les Américains vont décrocher très très haut devant, là, avec les ventes qu'ils vont faire, là, ça va être. Oui, il va y avoir pas mal de matériel éprouvé sur le terrain, j'imagine. Voilà. C'est un argument de vente, dont notre César, d'ailleurs. Oui, ça c'est sûr, hein. Il y a des gens qui vont s'intéresser au César, ça, il y a des chances. Tu indiquais tout à l'heure qu'une des raisons avancées pour le retrait de Kherson, c'était le redéploiement dans le Donbass ou ailleurs. Et on nous fait remarquer, les Ukrainiens vont aussi pouvoir redéployer leurs hommes ailleurs. Qu'en est-il de leurs forces en vigueur et quel est le niveau de mobilisation côté ukrainien? Alors, j'ai pas dit que c'est une raison, j'ai dit que c'est une des conséquences de ce déploiement, c'est qu'ils auront des ressources en hommes et en matériel qui vont se libérer parce qu'ils vont pas tenir à un point isolé dans la plaine, ils vont se replier derrière 3, 4, 5 km de largeur de fleuve sur une rive, donc c'est beaucoup plus simple à défendre, ce qui va permettre de souffler un peu et de renvoyer du monde ailleurs, là où en revanche il y a des combats qui se sont activés, même réactivés, notamment dans le Donbass. Bon. Pour les Ukrainiens, c'est toujours pareil, hein. Il y a un blackout total sur les pertes ukrainiennes, sur l'état du moral, etc. Bon, il y a des gens qui se rendent sur place, qui peuvent parler, notamment des groupes de chercheurs américains très connus, enfin, qui se sont rendus récemment en Ukraine en mission plusieurs jours et qui sont quand même revenus et qui ont commencé à communiquer sur ce qu'ils ont vu là-bas, et à communiquer en tout cas sur ce sur quoi ils peuvent communiquer, sur ce qu'ils ont vu là-bas. Et quand on lit leur assessment, c'est quand même relativement sobre. J'ai trouvé que leur description de ce qu'ils ont vu, notamment du côté ukrainien dans la région de Kherson, donc, était assez sobre. Il n'y avait pas de, comment dirais-je, de sentiment de troupes ultra galvanisées, etc. C'était quelque chose de très pro et un assessment, une fois de plus, qui était très équilibré. Ça débordait pas de, comment dirais-je, de nouvelles positives pour les Ukrainiens. Ils ont dit que les gens étaient là, qu'il y avait le moral suffisant, qu'il y avait du matériel, mais qu'il y avait beaucoup d'incertitudes. Je pense qu'ils ne pouvaient pas tout dire non plus. Je pense donc, mais c'est les seuls éléments qu'on a, parce qu'une fois de plus, les Ukrainiens ne communiquent sur rien en termes de pertes. Et les chiffres qu'on a qui sont donnés par les Russes sont évidemment sujets à caution, et les chiffres qui sont donnés par d'autres sources occidentales qui reprennent en général ce qu'on peut en comprendre côté ukrainien, sont aussi source à caution. Donc je ne sais pas. Sourovikine, dans son rapport à Shoigu, explique que le niveau de perte côté ukrainien est de 1 contre 8, c'est-à-dire que quand il y a un soldat russe qui tombe, il y a 8 soldats ukrainiens qui tombent. Bon. Comprenez que c'est les chiffres donnés par Sourovikine à confronter avec d'autres chiffres, mais qui sont très difficiles à avoir. Alors, on va prendre plus de hauteur, là, on va quitter le terrain d'une certaine façon. Dans l'occasion d'hier sur les valeurs russes, donc tu vas peut-être nous parler, nous dire de quoi il s'agit, Poutine parle de christianisme. Est-ce que cela comprend les catholiques, protestants, les églises de Constantinople et de Kiev? Quelles seraient les applications pratiques légales de l'occasion d'hier sur les valeurs russes? Alors ça, je confesse que c'est un angle mort de mon séminaire d'aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de prendre conscience de Lucas. J'ai préféré commencer à regarder plutôt la stratégie de sécurité publiée par Macron aujourd'hui, puisque Macron était, ça sort de notre briefing, hein, mais bon, j'ai regardé d'autres choses à la place dans ce document qui est le nouveau document doctrinal cadre pour la sécurité de la France en attendant la loi de programmation militaire 2023. C'est un document de 60 pages. Et c'est intéressant de voir que la Russie est citée à 26 reprises, ce qui est quand même pas mal. Donc voilà, j'ai fait d'autres choses. Cela dit, la réflexion que m'amène la question sur l'aspect christianisme et religieux, spirituel, ça renvoie à un des grands, je dirais, des grands vecteurs, des grands éléments de langage, on va dire, déployés par Poutine, spécialement depuis la refonte de la Constitution en 2020, avec l'introduction notamment de références aux valeurs spirituelles dans le texte de la Constitution, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, on est dans le prolongement de ce narratif. Il en a encore parlé à Valdaï il y a maintenant une quinzaine de jours, en expliquant les faits que la Russie était sur son terrain, sur son territoire, le réceptacle du bouddhisme, de l'islam, de la chrétienté, le judaïsme, etc., et que c'est un modèle qui fonctionnait somme toute, d'après lui, pas trop mal, et que par conséquent, voilà, ça faisait partie de son identité. Donc maintenant, il y a un oukase. Il faut regarder ce que ça veut dire. Je regarderai pour la prochaine fois, mais malheureusement, aujourd'hui,
Je n'ai pas pu m'atteler à cela. Désolé. Voilà. Donc, tu as ton devoir pour le week-end. Voilà, Et on en parlera lundi. Alors, toujours en prenant de la hauteur, Vladimir Poutine semble flou par ses différentes déclarations depuis fin février. Quel serait son objectif sur le long terme? Installer in fine un régime pro-russe à Kiev et la démilitariser, ou contrôler militairement le maximum de superficie possible pour les rattacher à la Fédération de Russie et supprimer, entre guillemets, l'Ukraine comme État souverain au sens du droit international? Ce qu'on peut dire, c'est que les objectifs qu'ils avaient au 24 février ont cardinalement changé depuis 9 mois maintenant. C'est-à-dire qu'ils ont dû revoir les objectifs, probablement quand même à la baisse par rapport à ce qui était imaginé auparavant. Ces objectifs, comme c'est indiqué dans la question au départ, n'étaient pas clairement formulés. Il y avait des grands thèmes, on l'a entendu, hein, dénazification, démilitarisation, etc. Bon, certains qui se sont un petit peu effilochés avec le temps, on entend moins parler de dénazification, démilitarisation de facto. Elle continue au jour le jour avec les bombardements sur les différentes infrastructures, y compris infrastructures militaires, mais parallèlement à ça, l'Ukraine reçoit du matériel et donc se remilitarise, j'allais dire, avec les livraisons d'armes occidentales, etc. Même si on a l'impression qu'on est un peu là aussi sur un effet plateau pour ces livraisons d'armes, notamment du côté européen, d'une part, et d'autre part, notamment du côté du matériel ex-soviétique livré par les Européens, qui est celui qui était le plus recherché au départ parce qu'il est a priori immédiatement disponible, pas forcément d'ailleurs utilisable, mais immédiatement disponible. Et qui est aujourd'hui de plus en plus à court de munitions, puisque les usines ukrainiennes qui fabriquaient ces obus pour ce matériel sont bombardées. Et ce n'est pas les Allemands, ni les Français, ni les Belges qui vont fabriquer des obus pour du matériel soviétique. Donc, il y aura un problème, un effet entonnoir qui va rapidement, moins rapidement, je ne sais pas, se poser, je pense, côté ukrainien. Bon, ça, c'est pour l'aspect démilitarisation, mais le changement de régime, ils ont toujours dit que non, mais au vu de ce qui s'est passé sur le terrain, on était en droit de supposer que ça pouvait être un objectif, si ce n'est pas primaire, tout du moins secondaire. Voilà, donc aujourd'hui, quel est l'objectif? Je pense que c'est déjà stabiliser la situation sur le terrain. Et une fois encore, j'estime que c'est encore en cours de force, que ce n'est pas fait, que ça va encore prendre des semaines. Sourovikine a dit que c'était stabilisé par rapport à la situation qu'il a trouvée en arrivant, mais que maintenant, ils sont en train de préparer, à mon avis, comme je le disais, probablement une campagne cet hiver ou au printemps, indépendamment de ce qui va se passer sur le front diplomatique, parce que si finalement ils se mettent à parler dans les semaines qui viennent parce que voilà, les Américains font ce qu'il faut avec les Ukrainiens, ça ne veut pas dire que les Russes vont arrêter de préparer le processus de génération de force, ils vont continuer. Dans l'hypothèse où c'est assez probable, c'est pour Palais ne débouche sur rien. On repartira donc sur le niveau du champ de bataille. Et donc là, je pense que le cœur restera de compléter la prise du Donbass, qui échappe encore à 50%, on va dire, à l'armée russe. Ça me reste pour moi, à mon avis, à moyen terme, un objectif qui me semble à peu près incontournable. Mais ensuite, sur des considérations plus larges, prise de territoire, etc., je pense que ça, c'est oublié. Enfin, Kiev, les régions de l'Ouest, si tant est que c'était dans les objectifs du départ, je pense que ça, maintenant, c'est fini. La question, c'est aussi quels sont les objectifs des Ukrainiens en face. Est-ce que c'est revenir aux frontières du 24 février? Ça semble à peu près proclamé, mais certains disent qu'il faut aller plus loin, il faut reprendre la Crimée, etc. Jusqu'où ces objectifs peuvent correspondre avec ceux poursuivis par les Occidentaux et principalement par les Américains, ça aussi, il faudra voir. Et je doute qu'en tout cas, il y ait une adéquation pleine et entière, notamment sur la Crimée. Donc voilà, on est un peu sur une phase de redéfinition et de mise en adéquation des moyens avec les objectifs qui sont redéfinis. Très bien. On nous dit, alors c'est par rapport à ce que tu disais sur de la reconstitution des stocks, l'Union européenne et les USA vont aussi avoir besoin de reconstituer leur stock de matériel militaire, donc ça va aussi ralentir leur livraison, non? Et que dit le document de Macron sur lequel tu vas travailler? Non. Le document de Macron que j'ai parcouru, en gros, il était à Toulon aujourd'hui, sur le Dixmude, un des bâtiments. Alors maintenant, c'est plus BPC, c'est PHA, c'est porte-hélicoptère amphibie, qui est comme le Mistral, quoi, en gros. Et puis après, il a été sur le sous-marin nucléaire Suffren en plongée, puis ensuite à Saint-Mandrier avec les forces spéciales commando de marine. Bref, donc il a fait une grande journée comme ça dans le Var pour notamment exposer cette nouveau document, concept de
stratégie pour la France, qui a un petit peu le cadre doctrinal, si vous voulez, pour la loi de programmation militaire qui va arriver ensuite, c'est-à-dire pour les sous, le financement. En gros, et où est-ce qu'on met l'argent, dans quelle direction. Étant entendu que là, comme toujours, il y a divergence entre Bercy et le ministère de la Défense au sujet de l'enveloppe, puisque Bercy dit on va mettre 360 ou 70 milliards en gros, et les militaires préféraient idéalement avoir 410 milliards. Vous voyez, il y a une petite différence, hein. 40 et quelques milliards, ça fait 2 fois l'enveloppe de l'Union européenne pour l'Ukraine pour 2023, même plus de 2 fois l'enveloppe de l'Ukraine. Mais avant ça, il faut un cadre pour voir où sont les menaces, comment ils identifient, etc. Et donc, c'est le but de ce document-là. Et donc, dedans, enfin, assez schématiquement, il y a une dizaine de cercles qui sont définis dans ce document-là, en termes d'intérêt, j'allais dire, pour la France. Il y a la question, évidemment, du retour de la guerre à haute intensité. Ça, c'est quelque chose, un débat qui est revenu depuis quelques années dans les cercles de réflexion en France, notamment, et militaires, think tankers, etc. La position de la France par rapport à cela, la Chine, le Pacifique, l'OTAN, alors c'est intéressant parce qu'il redit que l'OTAN est la base de la sécurité pour les Européens. Macron, on se souvient, il y a quelques années, avait dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Bon, maintenant, ça, c'est le cadre de base pour la sécurité en Europe. Je crois qu'il escamote un petit peu les petits problèmes qu'il y a avec l'Allemagne en ce moment, mais dans le document. Mais dans le speech, en revanche, il a quand même critiqué l'Allemagne en expliquant que par rapport au sujet de bouclier antimissile que les Allemands vont faire avec la Grande-Bretagne, avec une dizaine de pays d'Europe, hein, et notamment avec du matériel israélien, mais pas seulement, en expliquant que certains sont tentés un peu de la jouer perso, en tout cas de ne pas jouer le jeu du couple franco-allemand. Bon, il a des éléments, il ne l'a pas dit comme ça, mais c'était un peu le fond de son propos. Voilà, enfin, en gros, c'est un document. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour ce document, il a été commandé et fait et élaboré sans vraiment consulter la communauté des experts qu'il peut y avoir en France. Ça a été commandé manifestement plutôt en interne auprès, on peut l'imaginer, du ministère de la Défense, etc. Mais contrairement à d'autres documents stratégiques et officiels, là, la communauté des experts français n'a manifestement pas été sollicitée. Voilà. Très bien, oui, écoute, je crois qu'on a fait un tour absolument complet de ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Merci infiniment donc de toi, je vais te passer la parole. Et oui, surtout de ta capacité à répondre au pied levé à toute heure de questions, donc bravo encore. Pavel. Je voulais répondre à notre auditeur qui nous a sollicité plusieurs fois sur des questions de rapatriement de produits de vente, soit de biens immobiliers, soit d'actions. On s'est parlé entre collègues. On s'est dit que le plus simple était peut-être de vous brancher directement sur l'un des adhérents de la Chambre qui est juriste, parce que vos problématiques sont quand même assez précises et soulèvent de notre part autant de questions que de la vôtre. Donc, je vous invite à nous écrire sur la hotline ou par télégramme. On vous répondra aussitôt et surtout, on vous répondra en vous donnant le contact d'un professionnel habilité en fonction de vos demandes et de vos besoins, vous dire ce qu'il en est actuellement des règles concernant les étrangers qui veulent se délester de partie ou de totalité de leurs actifs, quels qu'ils soient, et idéalement de pouvoir bénéficier du produit de ces ventes sur leur compte personnel en Europe occidentale et en France notamment. Voilà. Et en avez-vous quelques événements annoncés, des étapes, Non, le grand événement, effectivement, a été l'Assemblée générale de la semaine dernière, donc vous pouvez avoir dont vous pouvez avoir effectivement vent sur le site de la Chambre, sur nos communications. Pour le reste, nous viendrons au courant. Le site est sans doute notre surface la plus upgradée et la plus en pointe depuis que Igor est rentré de sa tournée. Encore une fois, triomphale. Nous avons des t-shirts à vendre, notamment avec l'effigie d'Igor sur les deux faces, avec des dédicaces pour les plus ferventes de ses admiratrices. Voilà, pour le reste, comme d'habitude, 2 fois par semaine, lundi et jeudi, 15h30 heure de Paris, le fil Telegram, la hotline, et puis nous sommes à vos côtés, et tenez bon les amis.
Voilà, comme toujours, donc je vais le redire et redire, la Chambre de commerce et d'industrie France-Russie est à vos côtés, particulièrement en cette période difficile.